Saperli, coucou! En direct de notre nouvelle région, La Savoie! Avec le petit logo, ce n'est pas la Suisse, c'est bien la Savoie. nous sommes aujourd'hui à 8h15, on avait rendez-vous à Saint-Martin-de-Belleville pour faire la montée des alpages. Parce qu'on va rejoindre nos prochaines Saperli pépites qui sont chez Pépé Nicolas. C'est un restaurant d'alpage depuis 3 générations. Ils vont nous accueillir 3 jours et on commence par la montée des alpages. On attend une quarantaine de vaches et des chèvres qu'on va suivre. Et Eva a même prévu, Les bâtons, parce qu'il y en a les une chaussures nous de deux- marche. Ouais, attends, les chaussures de marche. Parce qu'il y en a une de nous deux qui est une vraie alpiniste. Et je vous laisse deviner laquelle c'est. Sans repère à ma sagesse, SOS. Mais ne me reviens pas. On est en train de faire la montée des alpages. Ma sœur lui a prêté des super vêtements. Recommandation de sa part les pilettes. Ayez une sœur qui fait de la rando, c'est hyper pratique. Après une belle montée des alpages hier et un magnifique coucher du soleil avec vue sur montagne, aujourd'hui on est de retour chez Pépé Nicolas. Pépé Nicolas qui est donc un établissement à plus de 2000 mètres d'altitude qui appartient à la famille Suchet depuis 4 générations. Et donc là sur les 2 jours on va être principalement avec les arrière-petits-enfants. Margot, Valentin et Lucie. Hello, je suis Margot, une des arrière-petites-filles de Pépé Nicolas, donc notre arrière-grand-père, et on est ici chez Pépé Nicolas. L'histoire, en fait, c'est que mon arrière-grand-père, tout a commencé avec lui en 1957, où il a eu son alpage au départ, donc une ferme de montagne. Il venait faire paître en fait ses animaux l'été ici. Et puis dans les années 90, 3 de ses petits-enfants ont décidé de faire un restaurant en plus de l'alpage, et donc du coup tout a commencé comme ça. Et puis ensuite on est arrivé les arrière-petits-enfants, donc on est la 4e génération maintenant. Et puis au fur et à mesure des années, s'est construit un jardin en permaculture. L'alpage a bien grandi avec une fromagerie maintenant et une cave d'affinage, une boutique à côté et le restaurant a bien évolué également. Ils ont eu l'idée de faire le restaurant parce qu'on est sur un lieu de passage en fait où il y a beaucoup de balades l'été puisqu'on est sur un sentier de randonnée qui mène au lac du Loup. C'est une randonnée qui est très connue dans la vallée et qui est très facile d'accès et vraiment le spot là-haut est magnifique. Et du coup, un des sentiers passe par chez nous. Donc on avait pas mal de passages et pas mal de monde qui demandait s'ils pouvaient boire un coup avant de partir. Et du coup, l'idée s'est faite comme ça. Et au départ, contrairement à beaucoup de nos confrères, on était ouvert vraiment que l'été et pas du tout l'hiver parce qu'on n'avait pas de piste aux alentours ou quoi que ce soit. Donc on était ouvert uniquement l'été. Et on est ouvert depuis l'hiver, depuis 2014-2015 maintenant. Donc c'est assez récent finalement. qui passent là maintenant à côté ou pas Voilà, du c'est ça. tout On a la piste de la chasse qui passe pas très loin justement maintenant, comme on fait tous dans la vallée des Bellevilles. Au départ, on fait du ski. Donc du coup, j'ai commencé à enseigner, à être monitrice de ski. Ouais. Et puis après, j'ai fait 2-3 saisons à droite, à gauche dans la France, dans la restauration, pour savoir si c'était vraiment ça qui me plaisait et puis être sûre de ce que je voulais faire et pouvoir prendre des responsabilités ici. Et une fois que j'étais sûre de moi, je suis revenue là et maintenant je suis là depuis un petit moment. On a vraiment 3 valeurs qui nous tiennent à cœur. La première valeur, c'est on va dire la protection de l'environnement et le local. Donc ça s'explique par, du coup, on fait beaucoup de choses pour l'environnement. Donc autre que travailler avec énormément de producteurs locaux, dont les nôtres, puisque on a notre jardin, donc on est autosuffisant en jeunes pousses, salades, herbes aromatiques, toutes les herbes comestibles. On a notre propre fabrication de fromage, donc forcément on utilise majoritairement tous nos fromages.
On a un vivier avec nos truites, donc forcément on travaille déjà en ultra local, puisque plus local que ça c'est difficile. On fait travailler beaucoup de petits producteurs locaux. Deuxième valeur importante pour nous, c'est l'authenticité et le partage. Je pense que ça respire chez nous justement. On aime vraiment mettre en valeur tout ça, notre vraie histoire de famille. C'est pas juste un business plan qui a fonctionné. On est encore là, 5 personnes de la famille à travailler tous les jours pour mettre tout ça en valeur, notre histoire, notre authenticité. Quand on a refait des travaux d'agrandissement du restaurant, on a beaucoup chiné, fait beaucoup de vide-grenier déjà dans notre famille, mais aussi beaucoup autour pour que toutes les décorations aient un sens et que ça ne soit pas pris dans des grandes marques ou que ça n'ait pas de sens, quoi. Et la dernière valeur pour nous qui est importante, c'est la recherche de l'excellence, puisque on part du principe qu'on veut que nos clients viennent vivre une expérience et pas simplement déjeuner ou dîner. Donc voilà, c'est un tout et il faut que le jardin soit magnifique, il faut que l'alpage soit propre, il faut que les fromages soient bons, il faut qu'ils passent un bon moment au restaurant où ça va de l'accueil au désaccueil et avec tout ce qui va avec, quoi. À l'époque de mon arrière-grand-père, justement, de toute façon, il faisait comme ça. Il faisait avec le local parce que c'était une vallée qui était quand même très pauvre en plus de base. Donc de toute façon, il fallait faire avec ce qu'ils avaient et du coup, ça passait par le local. Après, forcément, ça a un peu évolué. Donc je pense que cette période-là, on n'était pas dans le plus des démarches écologiques. Et après, on s'est dit, bon, il faut faire quelque chose. Puisque même à 2000 mètres d'altitude, on s'aperçoit que l'hiver, on manque de neige. Et on voit bien le changement climatique. Donc pour des raisons personnelles, si on veut une vie derrière, et professionnelle, si on a envie de continuer, effectivement, on a vraiment envie de mettre tout ce qu'on peut et faire tout ce qu'on peut. Et je pense qu'on va rester le lieu, en tout cas pour le jardin, le plus haut pendant un moment. Parce que d'un jardin en permaculture à 2000 mètres, il n'y en a pas beaucoup, donc on en est assez fiers, ouais. Mais oui, il y en a. C'est comme ça justement moi j'ai eu un coup de cœur en fait sur vous parce qu'on cherchait justement en Auvergne-Rhône-Alpes des restaurants avec un potager. Oui. Et je sais plus, il y a plein de recherches, je suis tombée sur vous. Là, j'ai envoyé à Alexis en disant ça y est, on va là-bas. Oui. C'est mon coup de cœur. On croise les doigts pour qu'ils acceptent, mais je trouve que c'est hyper original. Et en plus, vous avez une complémentarité avec et à la fois les fromages et les alpages. C'est plein de métiers en un. Aussi. Exactement, ouais. C'est du boulot. C'est plein de corps métiers différents, mais à la fois tout se regroupe puisque tout a un sens. Donc c'est chouette de pouvoir faire ça, quoi. C'est vrai qu'on est très fiers. Le jardin, c'était un vrai défi au départ. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cru en nous. Quand on disait on va faire un jardin en plus en permaculture, donc sans pesticides ni rien, quoi, sans rien du tout. Les gens nous ont un peu pris pour des fous en se disant ça marchera pas, quoi, 2000 mètres c'est impossible. Et puis du coup c'est Magali, ma belle-maman, qui avait tout fait ça et qui pensait vraiment y arriver. Elle a vraiment eu raison d'y penser et d'y arriver parce que du coup Joseph qui a repris la main de ce jardin, ça va super bien, quoi. Et on voit d'année en année que ça s'améliore parce que justement la permaculture ça fonctionne, quoi. La terre est de plus en plus meuble, les insectes font leur travail, enfin voilà, il y a de plus en plus d'azote là où il y avait besoin, etc. Donc tout fonctionne, donc ça on en est vraiment fiers, ouais. Parce qu'autant les restaurants pour nous, si vous voulez, on est nombreux quand même à plus de 2000 mètres d'altitude, mais c'est vrai que le jardin, ça c'est une vraie fierté. Le défi, je dirais que c'est surtout l'hiver pour moi, c'est la haute montagne, quoi. C'est-à-dire qu'avec tous les aléas qui va avec, le vent, la neige, les voitures peuvent pas monter, donc les livraisons, elles arrivent en bas. Donc c'est vraiment tout un autre fonctionnement. On n'est pas un restaurant où les camions peuvent monter, quoi. Et c'est pas par hélico que vous êtes à privé Non, nous on n'est pas par hélico. On a de la chance d'avoir un parking pas très loin, donc c'est livré en bas. Et toute la manutention qui va avec, effectivement, ça reste quand même un défi qui est important. Il suffit qu'il fasse une saison très mauvaise d'été ou même d'hiver, parce qu'on n'a pas la même capacité d'accueil intérieur ou extérieur. Oui, ça peut vite faire peur, quoi. Donc voilà, depuis on s'assure au moins d'avoir des week-ends où il y a au moins un événement, quoi. Il se passe quelque chose et qu'on puisse proposer le lieu autrement. Comme là, avec un beau brunch. Je trouve qu'un brunch de mariage sous le soleil avec le temps, c'est plutôt chouette. C'est bien, avec les fromages de l'alpage, des petites fleurs, des herbes et quelques légumes du jardin, c'est bien. Toujours dans les valeurs que je vous parlais tout à l'heure de l'authenticité et du partage. Donc on fait des visites guidées le matin. C'est important pour nous justement pour comprendre qui on est. Parce que suivant à l'heure que vous arrivez dans la journée, il n'y a pas forcément tous les animaux sur site. Les chefs sont en train de manger le matin, elles seront là l'après-midi. On ne voit pas tout le temps les vaches. Donc c'est important que les gens comprennent qui on est, pourquoi on fait.
Pourquoi on fait tout ça? Par exemple, la fruitière, pas tout le monde sait ce que c'est une fruitière, donc c'est important qu'on explique. Il n'y a pas beaucoup de monde en fait qui savent comment on fait le fromage, donc je dis qu'elle est très contente de pouvoir expliquer ça. La permaculture, c'est un vaste nom pour beaucoup de personnes, donc du coup comme ça les guides peuvent expliquer ce que c'est la permaculture. Et puis on fait une visite vraiment de site, on termine par le chalet d'autrefois, qu'on pourra vous visiter ensemble d'ailleurs. C'est un petit chalet où vivaient nos arrière-grands-parents, où justement on peut voir comment c'était dans le temps, quoi. Okay. Donc, du coup, on a remis en ordre et puis surtout refait des scènes de vie pour qu'on fasse les visites guidées, justement, on puisse expliquer comment vivaient nos arrière-grands-parents et qu'en fait, en 4 générations, la vie a vachement évolué, quoi. Tu vois, même en une génération, je pense que la vie Ouais. a vachement évolué. Clairement, ouais. C'est vrai que ça a vraiment bougé quand même ces dernières années et qu'on se dit que c'était il n'y a pas si longtemps et c'était quand même très pauvre quoi à l'époque. Le lit étant paille, enfin voilà, il n'y avait pas du tout le confort qu'on a maintenant. Donc du coup, c'est important de faire vivre ça aussi aux clients et de montrer les choses comme c'était avant, quoi. De dire voilà d'où ça part, quoi. Et voilà dans quoi maintenant on est, quoi. Et quand tu dis en plus que la région était pauvre, tu t'imagines pas ça maintenant, Non, ouais. surtout, d'autant plus quand tu dis qu'on est dans les Trois-Vallées Ouais. et que du coup, ce n'est plus du tout une région pauvre. Oui, voilà, c'est ça. Non, clairement, on était la dernière vallée à avoir l'électricité. Et maintenant, on est une des vallées les plus connues grâce aux stations de ski. Donc oui, on part de très loin et pourtant, voilà, c'est vrai que ça a vraiment explosé ces dernières années, quoi. Donc tout a changé rapidement, quoi. On est passé d'une vallée très pauvre à une vallée très riche, du coup, forcément, ouais. Et forcément, il a fallu s'adapter aussi parce que j'imagine que c'est à la fois très chouette et pas évident complètement Oui. de bouger aussi radicalement les C'est ça, ouais, curseurs. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'au départ, quand les stations sont vraiment arrivées, etc., il y avait beaucoup de personnes de la vallée qui avaient peur, en fait. Parce que l'inconnu faisait peur, on ne savait pas si ça allait pouvoir faire. Surtout Val Thorens, qui était très haut en altitude, à cette époque, c'était loin d'être un avantage que c'est maintenant par rapport à la neige, quoi. Justement, c'était un désavantage. Il y avait trop de neige, c'était pas accessible. Donc voilà, ça, c'était un vrai désavantage. D'ailleurs, si vous voulez aller au musée à Saint-Martin-de-Belleville, Ok. il y a un petit musée qui explique tout ça. Ouais, ok. Ah ouais, Et Bah, franchement, c'est hyper intéressant. On y allait avec mon mari justement à l'automne dernier. Franchement, c'est hyper intéressant pour Ok. comprendre l'histoire de la vallée, etc. Ouais. C'est super bien fait, il retrace tout et tout. Et même On nous, verra. on a compris des choses qu'on n'avait pas forcément compris, quoi. Donc, Surtout c'était que chouette. tes parents, tes grands-parents, tes grands-parents ne te partagent pas forcément ou ne mentionnent Oui. pas et du coup c'est hyper intéressant. Ouais. On va maintenant rentrer dans les cuisines de chez Pépé Nicolas et voir aussi la salle. Et c'est une première pour ça, Tali Poulette, parce que normalement on va d'abord dans le potager pour voir l'évolution du produit dans les assiettes et là on fait l'inverse parce que chez Pépé Nicolas c'est particulier. Qu'est-ce qu'on va manger ? Ça y est, on vient de passer un petit moment en cuisine et aujourd'hui c'était un peu particulier parce qu'il y avait un brunch en parallèle de la restauration plus traditionnelle. Donc il y avait des espaces assez différents et formidables de deux côtés. Et maintenant, ça nous a mis l'eau à la bouche, mais il est l'heure pour nous d'aller direction les alpages un peu plus haut, retrouver Valentin qui s'occupe de toute l'exploitation et qui est le cousin de Margot, donc toujours dans la famille de Pépé Nicolas. Bonjour, je suis Valentin Suchet et donc je suis exploitant agricole et gérant de l'exploitation de chez Pépé Nicolas, des chèvres, 45 chèvres et 25 vaches. J'ai fait ma première saison d'alpage, contraint et forcé en pleurs, j'avais 12 ans. Ah oui, Parce en que moi, ma pleurs mère vient de carrément. Marseille à la base et moi je partais pendant mes vacances d'été à Marseille et mon père un jour m'a dit non cet été tu vas pas à Marseille, tu viens avec nous en alpage. J'avais pas envie parce que pour moi les chèvres c'était pas bien quoi, ça puait tout ça. Et puis finalement au bout de 3 semaines j'ai dit j'aime vraiment bien faire ça quoi. Ah ouais. Et donc du coup j'ai continué et là c'est ma 21e saison non-stop. Et puis mon père étant décédé depuis, moi j'ai repris l'exploitation agricole. On a apporté beaucoup d'améliorations. Et Est-ce que c'est lui qui s'en occupait avant? Eric, c'est ça? Eric, ouais, c'était le responsable d'exploitation agricole. Mais c'était pas du tout de la même envergure, on va dire. C'était une petit restaurant, petite ferme. Là maintenant c'est cadré, vous voyez, le quai de traite, on a un tunnel. Avant les chèvres, il faut savoir que si ça faisait un orage énorme, les chèvres elles attendaient là sous la pluie quoi. Alors qu'elles détestent ça. Donc là maintenant on a un tunnel, on a
Le tunnel, c'est ça. C'est ça, c'est Et là où on est. On est là. sous le tunnel là. Ok. Voilà. On a un tunnel, on a de quoi les pailler, on a du foin, on sait quoi leur mettre s'il fait mauvais. On a un berger aussi. Parce qu'avant, là, dans le cas de cette année, une bergère, mais avant les chèvres, fin de traite, on ouvrait le parc et puis elles partaient manger toutes seules, où elles veulent quoi. Sauf qu'elles allaient manger dans les prés des voisins, et puis des fois elles revenaient pas. Et encore celle-là, hein, je vais mettre des gants. Et donc voilà, on essaye d'améliorer notre confort à nous en tant que travailleurs, le confort des bêtes. Des bêtes, ouais. Et le confort des salariés aussi, hein, parce que si on les traite pas bien, on trouve plus personne. Hein, et après, c'est moi qui fais le boulot. Hein, donc. Le système de la pension, c'est pas forcément celui qui fonctionne le plus parce que les gens n'aiment pas mélanger leurs troupeaux. Ouais. Mélange de troupeaux, mélange de bactéries, mélange de maladies ou autres qui peuvent des fois muter. Et donc du coup, qui allume les chèvres, qui est un mammifère quand même assez fragile. On va pas se mentir. Elles sont tout aussi résistantes qu'elles sont fragiles. Voilà. Des fois, on les voit faire des trucs, on se dit mais c'est pas possible. Elles arrivent à marcher avec une patte cassée par exemple. Elles vont marcher sur les 3 autres pattes qui restent. Nous, ça on pourrait pas. Par contre, juste un petit coup de froid, elles tombent malades tout de suite. Donc, Et la chèvre, elle a pas un instinct de survie qui est énorme. Si elle tombe malade, elle se laisse mourir. Et c'est très compliqué à soigner. Les vétérinaires ont malheureusement cette phrase moi, qui me... Chèvre malade, chèvre crevée. Voilà. Elles ne sont pas réactives à beaucoup de médicaments ou à beaucoup d'antibiotiques. Alors nous, on utilise beaucoup de naturel. Donc là, pour l'instant, on n'a pas grand soin à faire. Elles sont toutes vermifugées, toutes vaccinées à jour de leur prophylaxie. Et vaccinées en plus contre une maladie qui s'appelle l'ectima, qui est une maladie des chèvres. Une maladie qui se transmet à l'homme d'ailleurs et qui sont les boutons sur la mamelle. Nous, comme on est sur un modèle saisonnier, il faut optimiser les quantités de lait qu'on fait. Donc pour optimiser ces quantités de lait, il faut les traire 2 fois. Plus on les traite, plus elles vont produire de lait. Ouais. Après, quand c'est vos bêtes, vous pouvez partir sur des lactations longues et sur des monotraites, mais parce que vous avez du lait toute l'année. Nous là, on va avoir du lait que jusqu'au 15-20 septembre. Donc il faut absolument en tirer un maximum. Donc c'est pour ça qu'on met un peu de la céréale qui va les stimuler, qu'on va aller leur donner à manger de l'herbe. Parce que si on les avait toute l'année les bêtes, hein, peut-être qu'on trairait qu'une fois par jour et qu'elles mangeraient que du foin. Donc elles ont 2 tétines. Hein. Pour qu'elles fassent du lait, l'ingénieur en agronomie, il faut qu'elles aient fait un cabri. Donc là, si c'est le contraire, elles ont au moins fait un petit. Donc un geste assez facile, on appuie vraiment toute nos forces. Donc on met toujours un filtre au-dessus du bidon pour que le lait soit propre, parce qu'il peut toujours y avoir des petites impuretés. En fait, on passe dans un tamis à plusieurs étages, hein, voilà. Et comme ça, puis il ressort propre. Ah ok. Voilà. Il a dit que ça faisait 10 ans que vous bossiez ensemble. Ouais, ça fait un moment même. Comment t'es arrivé là? Bah, quand j'étais petit, j'aimais bien les bêtes, alors du coup je venais voir la traite l'après-midi avec mes parents et dès que j'ai eu l'âge de bosser, après j'ai attaqué à travailler là. Je nettoie les pieds avec de la paille de bois, ça fait un peu comme les éponges, quoi, les Scotch Bridge. Après j'essaye le lait, voir si elle n'a pas eu un problème. Et comment tu vois si c'est un problème? Bah là je vois qu'il est bien blanc. Des fois ça arrive qu'il y ait un peu du sang ou qu'elle a une maladie, une mamite, le lait il sort un peu jaune. Puis après je les branche. Et là, qu'est-ce que tu leur as mis, pardon, à la fin? Comme de la bétadine en gros. Ah ouais, ok. Mais pour les mamelles. Ça permet de désinfecter les mamelles et refermer un peu le trou où le lait sort. C'est pour pas que ça rentre des bactéries. Ça protège et puis ça hydrate en fait la mamelle. Pour qu'elles aient toujours des mamelles belles lisses et que ça fasse pas des genres de gerçures ou des crevasses dessus et qu'il leur ferait mal quand on les traite. Claque de fin pour cette première journée chez Pépé Nicolas. Et alors moi, c'était la première fois que j'ai assisté à ça parce que Eva avait déjà fait un stage agricole et donc avait déjà fait la traite et s'y connaissait dans les mouvements. Et par contre, c'était aussi une première, je pense, pour les vaches, en tout cas pour moi. Et c'était super intéressant de voir comment tout ça fonctionne. Et donc là, on est encore avec les copines derrière, mais maintenant, on va rentrer tranquillement dérocher tout ça. Et demain, au programme, on va voir comment ça devient du fromage.
Il est 7h du matin et on est prête pour aller rencontrer Judicaël qui est juste derrière nous et qui est le fromager de chez Pépé Nicolas. On va passer toute la matinée avec lui, il va nous parler de ce qu'on fait avec le lait qu'on a vu hier lors de la traite. C'est parti. Allez, je le fais pour la blague, appuyez dessus. Eh ben, bonjour à tous, je m'appelle Judicaël, je suis le fromager affineur ici au restaurant chez Pépé Nicolas et de notre alpage. Donc je m'occupe de la fabrication du fromage, de l'affinage et j'assiste aussi comme je peux ma femme sur la partie restauration et boutique, une arrière-petite-fille du Pépé Nicolas. Quand on était chasseurs-cueilleurs avant de domestiquer les animaux, les animaux on les chassait et rien n'était perdu quoi. La viande, on la mangeait, les os, on en faisait des outils, les abats, des outils, et entre autres, l'estomac du bovin qu'ils avaient abattu, ils s'en servaient comme gourde. Ils faisaient sécher, ils fermaient les orifices, et puis se la mettaient autour de la taille, et puis ils pouvaient aller partir cueillir, mettre de l'eau, tout ça. Sauf qu'à un moment donné, on a commencé à domestiquer les animaux, on a récupéré du lait, et on lui un jour, bon ça n'a pas été filmé, hein, mais il y a les traces historiques qui sont là, hein, si vous voulez vous renseigner sur Internet. Et en fait, au lieu de mettre de l'eau, il a mis du lait dans cette fameuse gourde naturelle et le lait a durci. C'est comme ça que serait né le premier fromage au monde. Donc après, il peut aussi cailler de plein de manières différentes, mais voilà, pour le fromage traditionnel, c'est comme ça que l'homme aurait fabriqué par erreur le premier fromage. On va mélanger deux traites, c'est le lait de la traite de l'après-midi qu'on va faire refroidir. On travaille encore de manière traditionnelle, on va traire les chèvres à la main, on va transporter le lait dans des bidons, on va faire refroidir le lait dans l'eau du ruisseau par exemple, et on va transformer notre lait en différents types de fromages, des fromages frais ou affinage court un peu comme les tomes pour nos deux restaurants et la vente au détail à la boutique sur place. Et puis ensuite, on va plutôt fabriquer des fromages de garde, plus pour notre saison d'hiver, un peu pour tout ce qui est fromage à faire fondre, raclette ou fondu. Les grandes étapes de fabrication, c'est plus ou moins les mêmes. Hein. Pour citer, on a le lait, on va ajouter des ferments lactiques, c'est l'étape de maturation, on va faire maturer le lait. Ensuite, on va ajouter un coagulant naturel, c'est de la présure tout simplement. C'est une étape de coagulation, donc ça va durer environ 40 minutes. Le lait va gélifier, obtenir un espèce de yaourt géant. Et ensuite, c'est l'étape de décaillage qui intervient. Donc on va découper ce caillé avec un outil toujours de façon traditionnelle à la main. Et on va obtenir deux choses à partir de ce moment-là, des petits grains de caillé et un liquide qu'on appelle du petit lait, qui a une couleur un petit peu plus jaunâtre. On appelle ça du petit lait entre parenthèses parce que c'est du lait mais très dilué. Voilà, il n'y a plus grand chose à l'intérieur. Et puis ensuite, c'est une étape de chauffage-brassage. On va mélanger le tout, chauffer. Donc nos ferments lactiques continuent de travailler, à égoutter, acidifier tout ça. Et ensuite, c'est l'étape du moulage. Donc on va répartir tout ça dans différents moules. Des petits, des gros, tout dépend ce qu'on veut faire. On va séparer du coup nos grains de fromage du petit lait. Les grains de fromage vont se recoller entre eux, les grains de caillé. On va commencer à avoir un fromage qui est bien moulé, qui est la forme qu'on veut lui donner. On va faire différents retournements, on va le presser ou pas, tout dépend du fromage qu'on veut faire, pour bien les goûter. Le lendemain, là, on démoule du coup et on obtient notre beau fromage. On passe à l'étape de salage, on va venir ajouter du sel, tout simplement, qui va aider à conserver le fromage, qui va lui apporter du goût et qui va encore égoutter le fromage et aider à former la croûte à l'extérieur en le séchant un petit peu. Donc on va le laisser encore une journée dans notre salle de fabrication, que le temps que le sel rentre bien à l'intérieur. Et le surlendemain, on les passe du coup ici dans notre cave d'affinage sur des planches en bois. Et là, c'est là que le croûtage va commencer à se faire. Donc là, c'est des croûtes fleuries, des moisissures. On a du poil, un peu de bleu, tout ça qui va pousser, qui va donner un goût boisé au moment de la dégustation. Et puis sinon, on a aussi des croûtes lavées, style raclette ou gros fromage. On va venir frotter avec de la saumure, de l'eau saturée en sel, pour tout simplement donner une croûte différente, plutôt orangée, avec des levures et puis un goût derrière qui sera différent. Et après, on envoie directement quelques mètres au restaurant, à la boutique. Voilà pour la partie fromagerie de chez Pépé Nicolas. Et maintenant, après avoir passé de 7h à 11h30 du matin avec Judicaël, on va retrouver Joseph au jardin. Et avant, on passe devant des petits étangs avec des truites à l'intérieur, avec de l'eau toujours de source qu'on entend derrière nous. Et donc Joseph va nous parler de ce magnifique jardin en permaculture à quasiment 2000 mètres d'altitude. Honnêtement, un des plus beaux jardins, en tout cas avec la vue la plus merveilleuse qu'on ait faite jusqu'ici. Quand on va au resto, si l'assiette est belle, ça donne envie de manger. Bah oui. Et pour moi, c'est aussi pour ça que je mets du soin à... déjà, ça m'amuse de planter en intercalaire, de faire des trucs comme ça, je trouve ça joli. Et en plus, quand les gens passent par le jardin, s'ils y passent, c'est un peu comme une assiette. Si c'est déjà beau là, on se dit ça va mettre en appétit. Moyen que ce soit bon aussi là-bas, quoi. Donc oui, c'est un pari parce que
Quand en bas, on peut commencer à faire du jardin en mars, des fois en février, à faire des semis, etc. Ben ici, il y a 1,50 m de neige Ouais. et puis il y a des skieurs qui descendent là. Et voilà, quoi. Donc la saison est courte, il peut neiger ou geler en plein dans l'été. Donc ça veut dire que tout le travail qu'on a fait là, ben, C'est fini. voilà. Ouais. Du coup, il faut des légumes qui sont précoces, des variétés qui sont résistantes parce que ben, le soleil il tape fort. On est dans la zone de combat, ça s'appelle en fait, en montagne. Quand on regarde autour, ben, vrai les qu'il y a pas arbres ils s'arrêtent là, c'est fini en fait. La végétation elle reste rase, c'est des buissons, c'est des trucs un peu coriaces. C'est pas des jeunes pousses et des petites salades et des fraisiers quoi. Et comment vous arrivez du coup justement à faire avec ces conditions? S'inspirer du fonctionnement des écosystèmes en fait. Dans un écosystème, il y a de la végétation qui est rase, ensuite ça monte un peu, ensuite on a des petits arbustes et ensuite on a des arbres. Mais donc avec une idée comme celle-ci, on arrive à avoir quelque chose qui se gère tout seul, où il y a très peu d'entretien à faire, où la terre, le sol va s'amender de lui-même, parce qu'avec toutes les feuilles, le sol est couvert. C'est de favoriser un maximum la biodiversité, déjà parce que ça me sert pour mes cultures, parce que le plus il y a de vie, le plus tout va se réguler tout seul, et puis il n'y a pas besoin de produits, de piéger, sauf des fois. Et donc ça passe par avoir des fleurs un peu partout pour tout ce qui est insectes, pollinisateurs ou pas, et puis créer des habitats en fait. Le plus il y a d'habitats disponibles et différents, le mieux le jardin il se porte. La permaculture, c'est une méthode qui peut s'appliquer à plein de choses. On peut se l'appliquer dans ses choix de vie au quotidien, ça marchera tout aussi bien que pour faire un jardin. Il y a 3 grands principes éthiques. Prendre soin de la terre, prendre soin de ceux qui s'occupent de la terre, et puis le 3e, c'est partager équitablement le résultat de prendre soin de ceux qui s'occupent de la terre et puis de cette terre-là. Après ces 3 jours bien remplis avec toute l'équipe de chez Pépé Nicolas, il est temps pour nous de reprendre la route et de quitter la montagne, la vallée de Belleville, direction l'Ardèche. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Saperli Poulette. Et pour embarquer avec nous avec encore plus d'immersion, rejoignez-nous sur notre page Instagram Saperli Poulette.